1942, un dentiste a présenté à l'armée américaine une arme si farfelue que la marine a fini par l'interdire, bien qu'elle ait eu la preuve qu'elle fonctionnait. Ce que vous allez apprendre est resté enfoui dans des dossiers classifiés pendant des décennies. Une idée si absurde qu'elle a été ridiculisée, si efficace qu'elle a accidentellement incendié des installations militaires américaines, et si problématique que même après avoir démontré des résultats réels, elle a été bannie de toute considération stratégique. Voici l'histoire du projet Bat Bomb, et vous ne croirez pas pourquoi il a été annulé. Fin 1942, le théâtre des opérations du Pacifique présentait un défi que les armes conventionnelles ne pouvaient résoudre. Les villes japonaises n'étaient pas construites comme les villes occidentales. Tandis que Londres et Berlin possédaient des structures massives en béton et en pierre capables de résister aux bombardements incendiaires, les villes japonaises étaient construites différemment, majoritairement en bois et en papier. Un défi qui exigeait une solution complètement novatrice. Le bombardement stratégique conventionnel avait de sévères limites. Premièrement, la précision. Les bombardiers B-29 volaient à des altitudes extrêmes pour éviter la défense anti-aérienne japonaise, ce qui compromettait considérablement la précision. Deuxièmement, la densité des ressources. Chaque mission de bombardement exigeait des tonnes de bombes incendiaires pour couvrir de vastes zones urbaines. Et troisièmement, la répartition. Même lorsque les bombes atteignaient leur cible, la couverture était inégale, laissant de vastes zones intactes. Les conseillers militaires le savaient. Les rapports de 1942 sur l'efficacité du bombardement stratégique le montraient clairement. L'innovation était nécessaire. Pas du réchauffé, mais quelque chose de fondamentalement différent. Quelque chose qui pourrait se répartir automatiquement dans les structures urbaines, trouver les points les plus vulnérables et déclencher des incendies simultanés dans des centaines d'endroits à la fois. La réponse est venue d'un endroit improbable. Le docteur Lytle Adams n'était pas ingénieur militaire. Il n'avait aucune expérience en conception d'armement. C'était un chirurgien dentiste de Pennsylvanie avec une obsession inhabituelle, les chauves-souris. Adams avait passé des années à étudier les colonies de chauves-souris dans les grottes de Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Il était obsédé par le comportement de ces créatures. Les chauves-souris hibernent avec une régulation thermique remarquable. Elles naviguent avec une précision quasi magique dans les environnements urbains les plus complexes. Et quand elles sont relâchées dans des zones habitées, elles cherchent instinctivement l'abri, les structures en bois, les greniers, les toits, les espaces clos. Précisément les zones les plus vulnérables des villes japonaises. La logique technique d'Adams était brutalement simple. Si chaque chauve-souris transportait une petite charge incendiaire à retardement, et si des milliers de chauves-souris étaient relâchés simultanément au-dessus d'une ville, le résultat serait un schéma de distribution qu'aucun système de bombardement conventionnel ne pourrait reproduire. Ce ne serait pas une explosion concentrée. Ce serait un essaim de micro-incendies répartis organiquement à travers la topographie urbaine, chacun déclenché à un point structurellement critique. C'était une idée de génie déguisée en folie. Adams a conçu le concept juste après Pearl Harbor, en décembre 1941. Mais transformer une obsession personnelle en une proposition militaire viable, cela exigeait plus que de la logique. Cela exigeait des relations. Quand Adams a présenté son idée aux canaux militaires officiels, la réponse a été celle qu'on pouvait attendre. C'est de la folie. C'est irréalisable. C'est du spectacle. Les ingénieurs militaires l'ont rejeté comme une fantaisie. Les officiers de logistique ont ricané face à la complexité opérationnelle. Et les stratèges se sont demandé si cet homme avait perdu la tête en proposant de transformer des chauves-souris en armes. Mais Adams était tenace, et il avait un atout, l'accès à la première dame Eleanor Roosevelt par des relations personnelles. Adams a réussi à présenter sa proposition directement au cercle présidentiel, contournant les canaux militaires traditionnels qui avaient rejeté son idée. Et ça a marché. En janvier 1942, le président Franklin D. Roosevelt a approuvé personnellement l'étude du concept, non pas parce que l'idée semblait sensée, mais parce que Roosevelt avait compris que la guerre dans le Pacifique exigeait une pensée non conventionnelle. Le mémorandum présidentiel était direct. Cet homme n'est pas fou. Examinez cela. Voilà comment un simple dentiste a vaincu le scepticisme institutionnel.
non pas par des références militaires, mais grâce à un lobbying astucieux et à une idée qu'on ne pouvait tout simplement pas ignorer. Le développement technique a commencé immédiatement. La première question était la charge utile. Comment miniaturiser un dispositif incendiaire assez puissant pour tenir sur une chauve-souris, mais assez léger pour ne pas empêcher le vol? La solution fut un boîtier de napalm miniature avec un mécanisme d'allumage chimique à retardement. Chaque unité pesait moins de 28 grammes, mais pouvait générer assez de chaleur pour enflammer du bois sec en quelques secondes. La deuxième question était la plateforme de lancement. Comment transporter des milliers de chauves-souris vivantes et les relâcher au-dessus du territoire ennemi? L'équipe d'ingénierie a développé des bombardiers réfrigérés modifiés capables d'induire une hibernation artificielle chez les chauves-souris pendant le transport. Les animaux seraient maintenus à basse température pendant le vol, puis relâchés via des conteneurs dotés d'un mécanisme de dispersion activé par l'altitude. Le troisième défi était le mécanisme de libération. Les conteneurs devaient s'ouvrir automatiquement à une altitude précise, permettant aux chauves-souris de s'éveiller graduellement pendant la descente et de trouver refuge dans les structures urbaines avant l'aube. L'allumage serait programmé pour se déclencher une fois les chauves-souris établies dans leur cachette. C'était une ingénierie vertigineuse au service d'une idée insolite. Et, contre toute attente, ça a fonctionné. Les premiers essais contrôlés sur le terrain ont été préparés à la base aérienne auxiliaire de Carlsbad. L'équipe de test voulait valider 3 éléments critiques. Les chauves-souris se disperseraient-elles correctement après le largage? Les dispositifs incendiaires fonctionneraient-ils comme prévu? Les structures cibles prendraient-elles vraiment feu? Et c'est alors qu'est arrivé le moment qui a tout changé. Les chauves-souris ont été lâchées. Elles se sont dispersées exactement comme prévu, se réfugiant dans les structures en bois alentour. Les dispositifs incendiaires se sont activés. Et en quelques minutes, les bâtiments ont commencé à flamber en plusieurs endroits à la fois. Le résultat fut un triomphe technique. Chaque composant du système a fonctionné exactement comme prévu. La dispersion était naturelle et efficace. L'allumage était fiable et le schéma d'incendie qui en résultait était précisément ce qu'Adams avait imaginé. Distribué, simultané et dévastateur. Il n'y avait qu'un seul problème. Les chauves-souris ne faisaient aucune distinction entre les cibles ennemies et les installations militaires américaines. Une partie de la base aérienne auxiliaire de Carlsbad a brûlé accidentellement lors du test. Des structures militaires authentiques, pas des maquettes, se sont enflammées. Les observateurs militaires, arrivés pleins de doutes, regardaient à présent avec consternation leur propre équipement ravagé par les flammes. La réaction fut immédiate et contradictoire. D'un côté, la stupéfaction. Le système fonctionnait vraiment. La capacité de dispersion organique, l'efficacité de la charge utile, la fiabilité de l'allumage, tout avait été validé sur le terrain. De l'autre, l'horreur. Si un test contrôlé en territoire ami pouvait tourner aussi catastrophiquement mal, que se passerait-il lors de véritables opérations de combat? Le scepticisme initial des observateurs militaires s'est évaporé, remplacé par un mélange d'admiration technique et de profonde inquiétude opérationnelle. Ce n'était plus un numéro de cirque, c'était une arme fonctionnelle au potentiel destructeur prouvé. Et cela créait un tout nouveau problème. Malgré le succès, le calendrier du projet a commencé à s'allonger. Les débats sur l'allocation des ressources se sont intensifiés. Certains officiers soutenaient que les résultats justifiaient un investissement accéléré. D'autres se demandaient si la capacité de contrôle était suffisante pour de véritables opérations tactiques. Mais le vrai problème ne faisait que commencer. Et cela n'avait rien à voir avec la capacité technique des chauves-souris. Cela a trop bien fonctionné. Et c'est exactement à ce moment-là que la marine a commencé à devenir nerveuse. Le succès n'était pas une victoire. C'était une complication. Car quand on crée une arme qui fonctionne parfaitement, mais qu'on ne peut pas contrôler sa destination, on n'a pas une arme. On a une catastrophe en puissance. Et il y avait 3 facteurs qui ont transformé ce succès en quelque chose que la marine voulait effacer des registres à jamais. Le premier problème était simple. Les chauves-souris ne pouvaient pas être dirigées de manière fiable vers des cibles spécifiques. La théorie semblait impeccable. Larguer les chauves-souris sur une ville ennemie, elles se réfugient dans les bâtiments en bois, les bombes incendiaires se déclenchent, mission accomplie. Mais la réalité,
La réalité était bien plus compliquée. Le temps d'hibernation des chauves-souris était incohérent. Certaines se réveillaient en plein vol, encore à l'intérieur de l'avion. D'autres dormaient profondément et tombaient directement au sol, sans jamais activer les bombes. Et celles qui se réveillaient au bon moment, eh bien, elles n'avaient aucun moyen de savoir quel bâtiment était ennemi et lesquels étaient amis. Les chauves-souris cherchaient simplement l'endroit le plus sombre et le plus accueillant disponible. Et cela pouvait être une usine japonaise ou une école américaine en territoire fraîchement libéré. Elles ne faisaient pas la distinction. Mais le pire était encore à venir. Lors de l'un des essais à Carlsbad, quelque chose s'est produit d'irrémédiable. Au lieu de se diriger vers les cibles simulées, certaines chauves-souris sont revenues vers la base. Elles se sont nichées dans le hangar auxiliaire de l'aérodrome précisément, où étaient entreposées les installations critiques. À 6h30 du matin, par un jour de mai 1943, les chargements incendiaires se sont déclenchés. Le hangar entier s'est transformé en brasier. Les flammes ont consumé des milliers de dollars de matériel, de dossiers et d'installations. Il a fallu une mobilisation massive des pompiers pour maîtriser la catastrophe. Et nul n'a pu ignorer l'ironie. L'arme secrète des États-Unis venait de frapper les États-Unis. Un général présent sur place aurait dit, selon des rapports non officiels, « Nous avons créé une arme que nous ne pouvons pas viser. » Et il avait absolument raison. La bombe chauve-souris avait prouvé son efficacité. Mais elle avait aussi prouvé quelque chose de bien plus inquiétant. Elle était aveugle, imprévisible et dangereuse pour les deux camps. Le succès du test s'est transformé en un problème de sécurité nationale. La tension est montée d'un cran, car il ne s'agissait plus seulement d'efficacité militaire. Il s'agissait de contrôle, et il n'en avait aucun. Mais le problème n'était pas seulement technique. Il y avait une dimension politique et éthique qui a commencé à hanter les couloirs du Pentagone. Entre 1943 et 1944, des débats passionnés sur l'éthique du bombardement incendiaire se déroulaient déjà. Les Alliés menaient des attaques conventionnelles sur des villes comme Tokyo et Dresde, provoquant des destructions massives et des pertes civiles catastrophiques. La bombe chauve-souris, en revanche, était dans une catégorie à part. Ce n'était pas une simple variante de bombardement. C'était une arme autonome programmée pour ravager les infrastructures civiles urbaines sans discernement. Nul ne pouvait la maîtriser, aucune façon de la contenir. Et cela soulevait des questions inconfortables sur les conventions de Genève et la réputation des États-Unis dans l'après-guerre. Des mémorandats confidentiels de la marine ont circulé, exprimant une profonde inquiétude face à ce qu'ils appelaient une conflagration urbaine aveugle, le mot qui revenait aveugle. Car comment justifier l'emploi d'une arme dont on ne peut contrôler les cibles selon les principes éthiques de la guerre? La pression politique s'intensifiait. Les hauts responsables militaires s'interrogeaient « Vouliez-vous vraiment que le monde connaisse les États-Unis comme le pays qui a lâché des millions de chauves-souris incendiaires sur les villes ennemies, consumant potentiellement des quartiers civils complets sans jamais pouvoir différencier les objectifs militaires de la population? La propagande en était affectée, et la guerre, chacun le pressentait, n'était pas éternelle. Viendrait un jour où les combats cesseraient. Ce jour-là, il y aurait des accusations, des interrogatoires et des châtiments. La bombe chauve-souris se transformait en boulet politique plutôt qu'en avantage militaire. Mais il y avait un troisième facteur, et c'était peut-être le plus décisif de tous. Pendant que la bombe chauve-souris était testée à Carlsbad et au Dugway Proving Ground, quelque chose de bien plus vaste et de bien plus secret se déroulait à Los Alamos, Oak Ridge et Hanford. Le projet Manhattan. Entre 1943 et 1944, le développement de la bombe atomique a commencé à dévorer pratiquement tout le budget d'innovation militaire des États-Unis. Des centaines de millions de dollars ont été drainés vers la recherche nucléaire, et des projets comme la bombe chauve-souris n'avaient tout simplement aucune chance de concurrencer pour les ressources. La pression temporelle était intense. La guerre dans le Pacifique approchait d'un point critique. Les stratèges militaires prévoyaient que le Japon pourrait se rendre d'ici la fin de 1945 si la pression était maintenue. Mais le développement de la bombe chauve-souris était lent. Trop lent. Chaque test révélait de nouveaux problèmes. Chaque problème exigeait plus de temps, plus d'argent, plus d'itérations. Et le temps était exactement ce qui manquait aux militaires. Pendant ce temps, le projet Manhattan montrait des promesses extraordinaires. La bombe atomique était maîtrisable,
précise et surtout irrésistible. Un seul appareil pouvait raser une ville complète en un instant. Pas besoin de millions de chauves-souris. Aucun danger que l'arme ne se retourne contre ses propres installations. L'analyse stratégique était sans appel. La bombe atomique incarnait l'avenir. La bombe chauve-souris restait une bizarrerie captivante, mais impraticable. En 1944, à un moment précis, le verdict tombait. Le projet serait formellement abandonné. Les financements seraient réaffectés. Et les chauves-souris? Eh bien, elles retourneraient à leur caverne. L'explication officielle. Répartition stratégique des budgets. Comprendre. On a mieux. Techniquement, c'était juste, mais les documents administratifs occultaient certaines vérités essentielles. Le triomphe technique de la bombe chauve-souris s'est écrasé sous 3 facteurs entrelacés. Les problèmes de contrôle transformant l'arme en menace bilatérale, les ramifications éthiques et politiques fragilisant la réputation américaine, et la rivalité budgétaire avec un projet promettant bien davantage. Ensemble, ces facteurs ont scellé le destin du projet X-Ray. Mais il y avait un facteur supplémentaire, un facteur qui n'apparaissait pas dans les rapports officiels, un facteur que la marine voulait vraiment garder enterré. La raison officielle était la sécurité. La vraie raison, eh bien c'est la partie qu'il ne voulait pas que vous découvriez, et c'est exactement là que l'histoire devient vraiment intéressante. La version officielle parle de soucis de sécurité et d'allocation de ressources. C'est l'histoire propre, sans complications, mais les documents déclassifiés dans les années 1990 révèlent une autre couche. La vérité que l'amirauté s'efforçait de taire était simple, le déshonneur institutionnel. Le bat-bombe était une arme que la marine avait commandée, subventionnée et validée avec succès. Or, c'était une arme qu'elle ne maîtrisait pas. Et cela ébranlait les piliers de la doctrine militaire américaine, la précision, le commandement, la suprématie tactique. Des mémorandas confidentiels de la marine révélés des décennies plus tard exposaient l'enjeu réel. Il ne s'agissait pas que des chauves-souris. Il s'agissait du précédent. Si le bat-bombe légitimait les armes incontrôlables, où cela mènerait-il? Quelles limites fixer? Un officier l'écrivit noir sur blanc. Notre légitimité doctrinale est en péril. Nous ne pouvons pas soutenir une arme qui nous échappe. Le projet fut officiellement annulé en août 1944. Discrètement, sans fanfare, purement et simplement terminé. Le docteur Adams, qui avait investi des années dans ce développement, continua à plaider pour son concept. Il rédigea des lettres, pressa les autorités, affirma que le bat-bombe sauverait des vies américaines et raccourcirait la guerre. On l'ignora. Les archives furent verrouillées. Pendant des décennies, seuls les hauts responsables militaires savaient que le projet avait existé. La narration officielle s'imposa. Tentative irréaliste, éclipsée par des solutions supérieures. La bombe atomique devint le Graal technologique, tandis que les tentatives exotiques, comme les chauves-souris enflammées, tombaient dans l'oubli. Adams ne vit jamais son rêve aboutir. Sur le plan technique, il avait raison, les expériences l'avaient démontré. Sur le plan politique, il avait échoué. Et ce clivage entre confirmation technique et étouffement politique allait se répéter incessamment. Or, le bat-bombe n'était pas une exception. La Seconde Guerre mondiale fut un immense atelier d'inventions étranges. Les fusées de proximité qui faisaient éclater les projectiles avant contact, les bombes rebondissantes britanniques conçues pour franchir les filets de barrage, les péniches Higgins qui transformèrent les assauts amphibies mais se heurtèrent à un scepticisme féroce. Le dénominateur commun, l'hostilité institutionnelle aux approches marginales. Chacune de ces innovations affronta le doute, les railleries et les blocages administratifs. Mais elle partageait 3 conditions gagnantes: le soutien de hauts dirigeants, des succès manifestes et, point essentiel, la maîtrise. Le bat-bombe en avait 2. Les preuves étaient irréfutables. Carlsbad l'avait confirmé. Mais la maîtrise? 0. Et le soutien politique s'envola dès qu'il fut clair que l'arme était, au mieux, imprévisible, au pire, une apocalypse urbaine en attente. Voilà le mécanisme caché. Avoir du succès ne suffit pas. Il faut que l'arme soit docile. Il faut qu'elle s'harmonise avec les doctrines en place. Et il faut des alliés puissants persuadés que le pari en vaut le prix. Sans ces 3 piliers, la plus brillante invention reste captive des oubliettes. Et voici l'aspect glaçant. Ce dilemme n'a jamais pris fin. Il a simplement muté.
Aujourd'hui, nous affrontons identiquement les mêmes enjeux avec les armements d'intelligence artificielle, les drones indépendants et les technologies en essaim. Efficacité face à contrôle, moralité face à puissance, l'angoisse de nos créations qui nous échappent. Les armements contemporains affrontent l'interrogation qui naquit du Bat-bombe en 1943. Jusqu'où permettrons-nous aux armes de choisir d'elles-mêmes? Le Pentagone impose des directives strictes, l'exigence d'une présence humaine pour chaque système autonome. Ces règles émergent parce que l'avertissement du Bat-bombe résonne toujours. Nous avons toujours redouté notre génie échappé. Peut-être était-ce légitime. Alors voici la vérité inconfortable. La marine avait juste de redouter le Bat-bombe. Des incendies urbains indomptables ne sont pas simplement de la tactique militaire. Ce sont des cauchemars moraux, des innocents périssent, des métropoles entières peuvent se réduire en cendres sans discernement entre les objectifs de guerre et les habitations. Or la vraie tragédie n'était pas l'arrêt du programme. C'était l'étouffement institutionnel du dialogue sur l'innovation. Au lieu de confronter frontalement les enjeux éthiques et stratégiques, la marine a enfoui le projet sous le secret complet. Aucun débat public, aucun enseignement partagé, uniquement le classement et l'amnésie. L'enseignement du Bat-bombe est transparent. Les innovations révolutionnaires requièrent davantage que la performance. Elles exigent la confiance, confiance institutionnelle, assurance publique, conviction que les périls sont maîtrisables. Le Dr Adams disposait de la performance. Il n'a jamais conquis la confiance. Pourtant, la ténacité d'Adams n'a peut-être pas été inutile. Peut-être que le vrai bénéfice du Bat-bombe ne résidait pas dans l'armement mais dans la révélation. Il a dévoilé les frontières du système. Il a exposé jusqu'où les militaires consentaient à aller et où ils plantaient leurs bornes. Il a posé la question que tous évitaient. Qu'arrive-t-il quand nous créons ce que nous ne maîtrisons pas? Cette interrogation reste béante. Des décennies s'écoulent et nous ne cessons d'en être tourmentés. Des drones qui ciblent selon des mécanismes calculés. Des défenses qui répliquent plus promptement que l'intervention humaine. Des colonies d'automates opérant avec une cognition partagée inatteignable à la supervision individuelle. Le Bat-bombe fut le premier pressentiment de ce futur, et l'effroi de la marine marqua la première conscience. Cet avenir nous terrifie. Conclusion ultime. Le Bat-bombe ne fut pas interdit parce qu'il échoua, mais parce qu'il prospéra de manière à horrifier ses propres commanditaires. Il démontrait que nous façonnons des armes échappant à nos mains. Et cette démonstration était plus terrifiante que tout adversaire extérieur. Entre l'innovation et la maîtrise l'emporte quasi systématiquement. Car au fond, la panique essentielle n'est pas la défaite militaire. C'est de perdre l'empire sur les instruments que nous avons forgés pour nous battre. Et peut-être, quand il s'agit d'armes que nous ne pouvons pas viser, c'est exactement comme cela devrait être. Désiriez-vous davantage de récits de projets de la Seconde Guerre mondiale ayant transgressé l'acceptable et le possible? Regardez le prochain épisode, car ces narrations méritent la mémoire, non l'oubli. Réagissez et abonnez-vous à cette chaîne. De pareilles histoires nous en disent plus que des données. Elles nous montrent qui nous sommes face à notre ingéniosité périlleuse.